Mrs. Ross, as a rapporteur, you have the floor to present the working document. Please, Mrs. Ross. Merci Madame la Présidente. Je suis très heureuse que nous puissions avoir aujourd'hui une première discussion sur ce sujet crucial de la mise en œuvre de l'article 17 de la PCP. Vous savez que le calendrier pour ce rapport, il est assez contraint. Nous devons finir assez tôt notre travail sur l'article 17 pour que nos conclusions puissent servir au rapport global sur la politique commune de la pêche que prépare notre collègue Gabriel Mato. Comme vous l'avez dit, le document qui sert de base à notre discussion est un document de travail qui relève l'état d'avancement de mon travail sur le sujet. Depuis 2 semaines, j'ai pu encore progresser sur le sujet en rencontrant des représentantes et représentants des pêcheurs, des petits pêcheurs, de gros armateurs, des organisations des pêcheurs et des producteurs, des ONG, ainsi que des fonctionnaires européens, nationaux, travaillant sur le sujet. De nouveaux rapports d'ONG ont été publiés, par exemple par le Transnational Institute ou encore par Low Impact Fisher of Europe et Our Fish. Ces rencontres, ces rapports et les échanges que nous aurons aujourd'hui me permettront de continuer mon travail sur le sujet. Et je dois d'abord, dans cette introduction, je vais profiter de mon introduction pour corriger une erreur factuelle qui s'est glissée dans ce document de travail par rapport à la société France Pélagique. La société France Pélagique m'a informé qu'elle n'avait pas acheté plusieurs bateaux, mais un seul bateau avant de lancer le chalutier pélagique Scombrus, et que ce bateau n'a pas été détruit, mais vendu, et qu'il opère désormais en Guinée-Bissau. Alors, c'est vrai que sur mon document de travail, je m'étais uniquement basée sur des données reprises dans la presse et je ne les avais pas entièrement vérifiées auprès de l'entreprise concernée. J'ai eu rendez-vous avec France Pélagique et c'est pour ça que je tiens à corriger cette erreur factuelle sur mon document de travail. En se penchant sur la question de la mise en œuvre de l'article 17 de la politique commune de la pêche, on s'attaque à la question centrale de qui a le droit de pêcher quoi dans l'Union européenne et à celle de la répartition des possibilités de pêche. Pour rappel, l'Union européenne est chargée de fixer les totaux admissibles de capture, les TAC et l'effort de pêche total. Ces quotas sont ensuite répartis entre les États membres selon un principe de stabilité relative. Et c'est ensuite au sein de chaque État membre que ces possibilités de pêche sont réparties entre les différents pêcheurs et organisations de producteurs. La répartition des possibilités de pêche, elle est donc une compétence des États membres, mais le règlement de la PCP fixe un certain nombre d'obligations et offre un certain nombre de possibilités aux États membres à l'article 17 de ce règlement. Cet article n'est pas à prendre séparément du reste de la PCP et notamment des objectifs sociaux, économiques et environnementaux de la PCP. L'article 17 est un élément essentiel de la PCP. Alors, aujourd'hui, pourquoi s'intéresser à cette question de la répartition des possibilités de pêche ? Il faut dire que nous sommes confrontés à plusieurs problématiques. Notre travail sur le plan de gestion sur le thon rouge dans l'Atlantique a été l'occasion de constater une répartition très déséquilibrée entre thoniers seineurs et pêche artisanale et l'occasion pour le Parlement européen de demander très largement une répartition plus juste des possibilités de pêche. Et puis il y a aussi ce procès en France où des petits pêcheurs ont attaqué l'arrêt de répartition des possibilités de pêche de thon rouge pour 2017. Alors, certes, le tribunal leur a donné raison en première instance, l'État français a fait appel, mais c'est au minimum la preuve d'un mécontentement d'une partie des pêcheurs concernant ces critères. Nous voyons aussi que les objectifs sociaux et environnementaux de la PCP et de la directive cadre sur le milieu marin ne sont pas tous atteints. Et face à cela, les possibilités ouvertes par l'article 17 sont très peu utilisées par les États membres et je reviendrai dessus après. Enfin, dans ce rapport sur la stratégie Farm to Fork que nous avons votée en plénière il n'y a pas très longtemps, notre Parlement il a demandé à ce que l'on encourage la transition vers une pêche à faible impact en augmentant la part des quotas alloués à la petite pêche artisanale. Alors, il y a plusieurs éléments à observer concernant la mise en œuvre de l'article 17. Chaque État
le met en œuvre de manière différente. Et donc, je vais me concentrer sur ce que l'on observe le plus souvent. Tout d'abord, l'utilisation de critères objectifs et transparents. Les rapports du Parlement européen en 2015 et de la NEF en 2017 pointaient tous les deux le fait que plusieurs pays manquaient de transparence. Les informations concernant la façon dont les quotas sont répartis sont difficilement accessibles au public, ce qui rend difficile le fait d'évaluer la mise en œuvre de cet article. Il n'existe pas ou peu de traçabilité des quotas. Certaines organisations de producteurs publient de manière volontaire leurs plans, mais ça reste très rare. Sur l'objectivité des critères, le critère qui est le plus souvent utilisé, c'est celui des antériorités de pêche. Ce critère, il est relativement simple à objectiver, mais lors des entretiens que j'ai conduits, les représentantes et représentants de la petite pêche à faible impact m'ont fait part du fait que, selon eux, ce critère était biaisé. En effet, les années de référence sont souvent les années au cours desquelles les bateaux de moins de 12 mètres n'avaient pas de logbook et ne rapportaient pas leur capture de la même façon que les navires de plus de 12 mètres, ce qui les désavantagerait aujourd'hui. Alors, je ne pense pas qu'il faille entièrement remettre en cause ce critère d'antériorité, car il apporte une stabilité nécessaire à la flotte européenne, tant d'un point de vue économique que social, mais il y a sans doute d'autres critères qui pourraient être utilisés, notamment environnementaux et sociaux. C'est le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est l'utilisation de critères à caractère environnemental, social et économique. L'article 17 lui-même donne un certain nombre d'exemples. L'impact de la pêcherie sur l'environnement, les antécédents en matière de respect des prescriptions, la contribution à l'économie locale, des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités aux habitats. En 2018, WWF a estimé que 16 pays sur 23 n'avaient pas encore mis en œuvre une répartition juste et durable des possibilités de pêche. Selon le rapport de la NEF qui va nous être présenté, 12 pays utilisent un critère social et 11 utilisent un critère environnemental, mais ces critères pèsent peu dans la distribution finale des quotas. Dans le document de travail, je cite certains exemples qui me paraissent intéressants. Celui de la Catalogne, il est prévu un fonds de 5% des jours de pêche qui sont distribués comme des incitations aux pêcheurs qui mettent en place des mesures supplémentaires de conservation des ressources et des écosystèmes. Un autre exemple, au Danemark, il y a une partie du quota qui est réservée aux navires de moins de 17 mètres qui utilisent des engins passifs. Il y a aussi une réserve qui a été mise en place pour aider les nouveaux entrants dans le monde de la pêche. D'ailleurs, notre Parlement a soutenu l'adoption d'une telle mesure dans le cadre du rapport de notre collègue Pizarro. Je pense que pour atteindre les objectifs fixés dans la PCP, dans la directive cadre sur le milieu marin, dans la stratégie biodiversité ou encore dans les objectifs de développement durable de l'ONU, les États devraient utiliser plus fortement les critères sociaux et environnementaux. Alors, il faut bien sûr garder à l'esprit que tous ces critères ne vont pas forcément dans le même sens. Les types de flottes qui créent le plus d'emplois ne sont pas forcément celles qui ont le moins de captures accessoires ou qui utilisent le moins de carburant. Et donc, la question se pose de savoir quels critères utiliser. Je pense qu'il y a un travail important à mener, que la Commission devrait être plus proactive et pourrait faire des propositions aux États membres sur des critères objectifs qui pourraient être mis en place. Il faut éviter des critères qui s'appliqueraient partout de la même façon et privilégieraient une définition au plus près des territoires, en lien avec les pêcheurs, en fonction des problèmes locaux. Par exemple, dans une région où le renouvellement des générations est identifié comme un problème important à traiter, une part des possibilités de pêche pourrait être distribuée aux nouveaux entrants. Lorsque les prix accessoires d'espèces sensibles sont élevés, une part des possibilités de pêche pourrait être distribuée sur la base d'un indicateur de performance relatif à la quantité de capture accessoire. Cela encouragerait les pêcheurs à adapter leurs pratiques de pêche et les aiderait à rentabiliser leurs investissements. Lorsque les pêcheries artisanales sont menacées, une part du quota pourrait leur être spécifiquement allouée. Et puis, je pense que ne pas utiliser les possibilités ouvertes par l'article 17, ne pas mettre en place des critères sociaux et environnementaux, c'est se priver d'un outil de politique publique très efficace.
On ne peut pas non plus mettre en place une approche écosystémique des pêches sans se poser la question de la répartition des possibilités de pêche. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de travail, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet des possibilités de pêche pour plus de justice dans la façon dont nous gérons ce bien commun, parce que c'est un bien commun, et pour enfin atteindre les objectifs de la PCP, des objectifs de la directive cadre sur le milieu marin, sur les objectifs de la stratégie biodiversité. Et aujourd'hui, je compte sur vos contributions lors de cette réunion, puis par la suite, pour aboutir à un rapport précis, ambitieux sur ce sujet, et aboutir à une répartition plus juste des possibilités de pêche.